aujourd'hui parler un petit peu d'identité numérique. Ça redevient un sujet un petit peu actuel depuis qu'on a appris que le gouvernement souhaitait établir un projet autour de l'identité numérique afin de nous permettre d'accéder à des services en ligne administratifs et de faire pas mal de démarches. Le problème, c'est que souvent, quand on cause d'identité numérique, on a rarement l'idée de la dimension que tout ça peut impliquer. Donc c'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui. On va commencer par quelques généralités. Donc, déjà, rappeler qu'Internet est un réseau public qui n'a pas été pensé pour la sécurité à la base. C'est-à-dire qu'aucune couche de sécurité n'a été implémentée. D'autres surcouches, d'autres protocoles sont venus se greffer à Internet pour apporter ce qui lui manquait et pour pouvoir accueillir tous ces gens, donc des banques en ligne, des boutiques en ligne, des données de santé, énormément de services administratifs, des réseaux sociaux et évidemment des entreprises avec des données confidentielles qu'on trouve généralement dans des intranets et des extranets. Et par-dessus tout, il a fallu faire cohabiter un petit peu tout ce petit monde et on a assez naturellement essayé de gérer des questions de droit d'accès à des documents. Les identités virtuelles sur Internet, malheureusement, elles sont de plus en plus réelles. On voit bien qu'il y a des personnes qui usent et abusent en fait de ce type de subterfuge. On le fait tous et c'est tout à fait normal. Parce que déjà, l'exigence d'un système d'information, quand vous vous connectez à Internet, vous êtes authentifié par votre fournisseur d'accès. C'est un premier niveau d'authentification. On sait qu'aujourd'hui, on a besoin d'authentification forte. Quand on va se connecter à un service administratif, quand on va se connecter à l'intranet de son entreprise, on aime être reconnu de manière sûre par le système sur lequel on se connecte. On a également besoin, dans un second temps, d'intimité et de confidentialité. Quand on échange des documents, à contrario, quand on essaye de passer un petit peu sous les radars parce qu'on fait une recherche et tout ça, bon voilà, c'est vraiment des choses dont on a besoin. Donc on a une certaine dualité, on est un petit peu schizophrène sur Internet, et c'est tout à fait normal. Mais plus que de la schizophrénie, en fait, on est ce qu'on appelle les stratèges de notre propre identité. Et c'est ça qui est vraiment super important. Donc l'identité numérique, petite définition, en fait, c'est la somme de trois choses. Vous avez dans un premier temps l'identité déclarative, donc c'est qui on dit être sur le réseau. Vous avez ensuite l'identité agissante, celle-ci on la connaît un petit peu moins, c'est ce qu'on fait sur Internet. Et enfin, la plus terrifiante d'entre toutes, surtout à l'heure de l'intelligence artificielle, c'est l'identité calculée, c'est-à-dire comment les systèmes d'information nous perçoivent, nous définissent, nous cataloguent quelque part. Donc, globalement, vous avez déjà entendu des personnes dire qu'elles n'ont rien à cacher sur Internet, c'est parfaitement faux, vous le savez. On est conscient en principe de ce qu'on déclare, donc l'identité déclarative, qui on dit être. On est un peu moins conscient de ce qu'on fait, quand on va réagir sur un réseau social, quand on va commenter un blog. Ça, c'est ce qu'on fait sur Internet. Mais on est très rarement conscient de comment les systèmes d'information en face nous perçoivent et nous cataloguent et nous jugent. Tout ça, cette petite boîte, en fait, c'est votre plus grand confident aujourd'hui. Alors ça peut être Google, ça peut être un autre moteur de recherche, mais vous passez votre journée à faire des confidences aux moteurs de recherche. C'est assez effrayant parce que les moteurs de recherche, la majeure partie, cataloguent, archivent vos confidences et définissent en fait votre identité, elles définissent un profil de vous qui n'est pas votre identité, mais qu'ils jugent comme étant votre identité. Vous allez me dire, j'utilise pas Google, j'ai pas de smartphone et tout ça. D'accord, il n'y a pas de souci, mais de toute façon, c'est pas le problème, c'est pas vous qui allez utiliser Google, c'est Google qui vous utilisera à un moment ou à un autre, et on va voir comment. On a coutume de dire également que Google sait lire dans les pensées. Je vais vous prendre un exemple qui est tout bête. Vous avez tous utilisé un Google Doc. Quand vous tapez des choses sur un Google Doc, vous n'avez pas sauvegardé, vous effacez un mot, Google sait que vous avez tapé quelque chose, que vous l'avez effacé, et il va suivre un petit peu tout votre cheminement intellectuel. Pas pour quelque chose que vous avez publié, pas pour quelque chose que vous avez sauvegardé. Par contre, il va très bien comprendre comment vous fonctionnez. Et tout ça, il va le donner à manger à des intelligences artificielles. Là, c'est une capture d'écran. Alors, vous voyez un petit peu mal, peut-être. C'est un site pour adultes, bien connu, sur lequel on retrouve très naturellement des trackers Google Analytics. On va parler un petit peu, justement, après, de tout ce qui est petits scripts tiers, comme ça, petits services externalisés, et de la catastrophe quand vous êtes identifié sur ces services.
Donc là, voilà, bon, vous allez trouver ça sur énormément de sites. Bon, c'est pas, pour vous, enfin, le 3/4 du temps, c'est totalement anodin, parce qu'on ne sait pas réellement ce qui se passe derrière. Mais on va vous dire que ces données sont anonymisées. Typiquement, un script Google Analytics va supprimer le dernier bit, c'est-à-dire les 3 derniers chiffres de votre adresse IP, de la série de 4 fois 3 chiffres. Mais voilà, bon, ils vont vous dire que c'est anonymisé parce qu'il manque ça. Mais on va voir aussi que c'est pas super fiable. Une régie publicitaire, parce que Google est une régie publicitaire, va revendre ces données soi-disant anonymisées, et vous allez recevoir des mails, des sollicitations qui sont parfaitement nominatives. Donc quand on vous dit que c'est anonymisé, c'est qu'il y a un moyen quand même de désanonymiser derrière et de commercialiser vos profils. Donc on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui soit super fiable. Alors, sur Internet, même si vous n'utilisez pas Google, vous allez voir que l'enfer, c'est les autres. Parce que ça peut être Google, ça peut être Facebook, ça peut être Twitter. On disait tout à l'heure que les fournisseurs d'accès à Internet sont les premiers à vous authentifier, ce qui est tout à fait normal. Vous payez votre abonnement Internet, donc il y a une trace de facturation. Vous avez les régies publicitaires, comme on vient de le voir, qui stockent les confidences que vous leur faites. Vous avez les sites marchands, parce que eux, c'est un petit peu quand même leur business, de connaître un petit peu vos préférences, vos goûts, pour pouvoir vous vendre des produits. Vous avez les administrations, là on a un superbe exemple avec le site ivg.gouv.fr, et une belle iframe Facebook. Alors j'ai une autre activité qui est, je suis cofondateur d'un petit média qui s'appelle Reflet.info. On les avait épinglés il y a quelques années pour des trackers Google Analytics. Ils les ont retirés, ils ont rajouté des iframes et des boutons Facebook. Avec un petit bouton j'aime et tout ça, donc vous voyez un petit peu les effets dévastateurs que ça peut avoir enfin, en termes de confidentialité. Vous avez 80% des sites web qui utilisent du Google Fonts, du Google Analytics, enfin plein de services comme ça, ou les boutons de partage de réseaux sociaux. Et vous avez une autre catégorie qui est encore plus pernicieuse, donc c'est tout ce qui est antivirus et les gens qui vous vendent de l'intimité, de la privacy. Alors les antivirus, typiquement, quand vous allez utiliser du HTTPS, pour savoir si un site essaye de vous envoyer du trafic frauduleux, vous essayez de vous injecter un script malveillant, il va falloir qu'il puisse lire le trafic HTTPS. Donc qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va se placer au milieu du site et de vous, il va vous servir un certificat HTTPS qui n'est pas celui du site que vous visitez mais qui est le sien, de manière à pouvoir lire le trafic HTTPS et vous dire il n'y a pas de problème, ce site est sécurisé. C'est déjà, enfin, en termes de neutralité, c'est pas génial. Et en plus de ça, c'est quand même quelque part une violation de votre vie privée. Les VPN et les logs, alors ça, c'est le coup classique, le VPN qui va vous dire, moi je ne logue rien. J'ai pas de journaux de connexion, je connais rien de vous et tout ça. Là, enfin, c'est du délire parce que les VPN, comme tous les autres, sont des entreprises qui vendent des abonnements. Dans une entreprise, il y a un comptable, il faut savoir quand débute l'abonnement et quand il se termine. Donc ça, c'est le premier niveau. Vous avez un autre niveau qui est de savoir, quand on a un VPN, c'est qu'on a un réseau qui est sécurisé, on a des clients. Quand il y a une atteinte au réseau, il faut bien qu'on logue les événements réseau, qu'on sache que tel abonné a fait n'importe quoi avec le réseau et a mis en péril le réseau. Donc quand on vous dit qu'il n'y a pas de log, vous pouvez vous méfier, le 3/4 du temps, enfin dans 99,99% des cas, c'est faux. Je vous parlais d'identité calculée, alors je m'étais amusé à faire une petite expérience il y a déjà quelques temps. C'était au début de la présidence de Donald Trump. J'ai utilisé un petit outil qui est disponible, qui s'appelle Tweet Analyzer, qui permet de télécharger des tweets et d'analyser un petit peu les comportements et il vous donne des statistiques dessus. Donc ce qui en ressortait en fait, c'était que le président Trump tweetait le soir entre 19h et 21h, qui tweetait depuis un iPhone, qu'il avait désactivé sa géolocalisation, je ne sais pas si vous le voyez dans le bas, ici. Et la chose qui était un petit peu plus amusante, c'était qu'il se retweetait lui-même. Donc il a le compte du président des États-Unis, donc le @POTUS, et le compte Real Donald Trump, donc il se retweetait lui-même. Et il se répondait également lui-même, toujours avec les deux comptes. Voilà, donc la conclusion, c'est qu'effectivement, il tweetait à l'heure de l'apéritif et que ça menait à des comportements pour le moins étranges. L'anonymat sur Internet, c'est forcément compliqué, parce qu'on est toujours authentifié quelque part.
sur les messageries, sur les réseaux sociaux, les banques, les administrations, mais le gros souci, c'est que ces authentifications deviennent de fait une identification chez certains autres acteurs tiers. Vous le voyez de plus en plus, on peut s'identifier sur un site web en utilisant son compte Google, en utilisant son compte Facebook. Depuis quand Facebook ou Google doivent être les garants de votre identité numérique sur Internet quand vous allez vous connecter à une administration ou à quelque chose. Donc c'est pour ça que quelque part, cette nécessité d'avoir un service d'authentification de l'État n'est pas idiote. Maintenant, le problème, c'est comment ça va être fait. Un autre souci, c'est que quand je pense établir une forme de confidentialité dans mes échanges, ben, je vais quand même transmettre des métadonnées en clair. Et les métadonnées, on le sait, typiquement quand vous allez envoyer un email, ce qui va passer en clair, ça va être le sujet de votre email, l'émetteur, le récepteur et l'horodatage. Ça fait déjà énormément d'informations. Sur l'identification, même si vous n'êtes pas authentifié, du moins sur le site que vous allez visiter, vous êtes peut-être identifié sur Google, vous êtes peut-être identifié sur Facebook ou sur Twitter, avec le même navigateur. À ce moment-là, pas besoin d'avoir du SSO, du single sign-on, c'est-à-dire une authentification partagée. Il vous suffit d'avoir en fait des Google Fonts sur le site web, d'avoir des trackers, d'avoir des boutons de partage, et ces boutons en fait disent tiens, tel abonné de chez moi est en train de visiter tel site et telle page. Donc je vais peut-être pouvoir vendre à mes annonceurs ce qu'il est en train de visiter, et voilà, enfin, ça va constituer une partie de son identité. Là, c'est un cas qui est super rigolo, qu'on avait relevé avec Reflet.info. C'est la page d'authentification d'un cabinet panaméen bien connu, pour les Panama Papers. Ces génies avaient réussi à coller sur la page d'authentification d'accès au compte un tracker Google Analytics. Donc je vous laisse deviner ce qu'ont fait les juges quand ils ont découvert ça. Enfin, quand on leur a mis ça sous le nez, ils se sont frottés les mains, et ils ont fait des grosses réquisitions judiciaires à Google. Et donc, même si Google disait c'est anonymisé, donc en enlevant les derniers bits de l'IP, ça a donné lieu à quelques belles réquisitions, dans le sens où ils ont quand même réussi à aboutir à certaines sociétés. Pourquoi ? Parce que sur Internet, on a des plages d'adresses IP. Quand on est une société, on peut avoir un AS, par exemple, un système autonome, et on a des plages d'adresses IP. Et quand vous êtes dans un bâtiment d'une grande société, l'ordinateur avec lequel vous allez consulter vos comptes, ben, il est au nom de la société. L'adresse IP est au nom de la société. Elle est enregistrée comme une adresse IP de la société. Donc c'était pas si anonyme que ça, quelque part. Par exemple, si vous avez un petit range d'adresses IP de 255 adresses IP à Levallois, bah, il y a de fortes chances pour que ce soit un certain Patrick B qui se soit connecté à cette page du cabinet panaméen. Alors là, on va rentrer dans un truc un petit peu plus philosophique, quelque part. Quand on parle d'identification, c'est un acte de défiance. Vous faites identifier par la maréchaussée, des choses comme ça. Bon, voilà, c'est jamais quelque chose qui est agréable. On va vous proposer un challenge pour prouver votre identité. C'est de la défiance positive parce que, quelque part, ça va vous servir à protéger vos données personnelles et à attester de votre identité. Encore une fois, on a besoin d'authentification forte, mais ça reste un acte contraignant. Aujourd'hui, on sait que le mot de passe est sur le déclin, c'est quelque chose dont on n'est pas satisfait parce que, globalement, on n'arrive pas à retenir 150 000 mots de passe. Les gens n'ont pas naturellement le réflexe d'utiliser des gestionnaires de mots de passe, donc on aimerait voir mourir le mot de passe. Moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Et, parallèlement, on a l'identité, qui est comment on va octroyer de la confiance, quelque part. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir une identité sans authentification. Quand vous avez un pseudonyme, vous n'avez pas besoin de vous authentifier, vous allez lancer un commentaire sur Internet, sur une board anonyme, sur enfin, n'importe quoi, et votre pseudo attestera de votre identité. Le truc, c'est que l'absence de ce challenge va créer une forme de confiance parce que vous allez vous dire « je ne suis pas anonyme, je suis identifié par mon pseudo », c'est un élément constitutif de votre identité, un pseudo, quelque part. Mais ça va me permettre d'offrir au réseau des contenus que je ne pourrais pas lui offrir si j'étais lourdement authentifié. Il y a des professions comme ça, quand vous êtes policier, quand vous êtes juge, vous ne pouvez pas vous exprimer librement sur Internet. Même quand vous êtes politicien, par exemple. Bon, il y en a qui racontent n'importe quoi, ils font ce qu'ils veulent, quelque part. Mais vous avez normalement pas le pouvoir déontologique de pouvoir dire tout et n'importe quoi, et pourtant, dire tout et n'importe quoi, c'est un petit peu la définition même de la liberté d'expression.
Les anonymes sur les réseaux sociaux, c'est depuis très très longtemps en fait un problème devenu politique. Alors, Emmanuel Macron n'a rien inventé, enfin quand il dit je ne veux plus d'anonymat sur les plateformes internet. Là j'ai un exemple qui date de 2010, c'est une proposition sénatoriale du sénateur Masson qui visait à identifier non seulement toutes les personnes sur les réseaux sociaux, mais également les personnes qui ont des blogs, donc comme des organes de presse. Nadine Morano, je ne vais pas vous la présenter, voilà, donc les anonymes et les gens sous pseudonyme. Alors, être anonyme sur Twitter, il faut le faire quand même, sachant que vous avez un numéro de téléphone qui est attaché, sachant que vous avez une adresse email, enfin voilà, lâchez tout un tas de données à Twitter. Vous n'êtes pas anonyme sur Twitter. Mais voilà, bon, ça dérange. L'anonymat dérange, même si c'est pas réellement de l'anonymat. Donc en gros, on a un faux problème, et vite, il va falloir qu'on lui apporte une mauvaise réponse. C'est un petit peu le raisonnement politique standard, on va dire. Mais voilà, l'anonymat, on sait que c'est une utopie nécessaire parce que ce qu'on appelle la maîtrise des identités, donc la manière dont vous allez gérer vos identités, vos différentes identités sur Internet, ben, ça conditionne votre rapport moral à l'exercice de vos propres libertés. La liberté d'expression découle de votre intimité. Si vous n'avez pas d'intimité, vous n'avez plus de liberté d'expression, vous n'avez plus de liberté de vous réunir, vous n'avez plus de liberté de pensée politique, vous n'avez plus aucune liberté en fait. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire très très attention à ça. C'est une utopie, il faut donc en mettre beaucoup au départ si vous voulez en avoir un tout petit peu à la fin. C'est comme ça que ça fonctionne. L'identité sur Internet, c'est l'identité agissante qui est plus importante que l'identité déclarative. Parce que vous avez beau vous dire « je m'appelle Toto », c'est ce que vous allez écrire qui est important. Et on le voit bien, il y a des blogueurs, il y a des gens très connus qui sont connus que sur le pseudo. Je vous prends l'exemple que vous devez tous connaître, qui est Maître Aulas, l'avocat. Mais on se fiche de quel avocat il est. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il raconte, c'est ce qu'il dit. Donc, protéger son identité, ça revient à plusieurs niveaux, donc à protéger ses données, protéger son intimité, donc protéger toutes les libertés fondamentales qui en découlent, c'est protéger sa e-réputation, même si j'aime pas trop le terme, c'est cloisonner ses activités, c'est défendre, user et abuser du pseudonyme. Parce que vous ne pouvez pas être la même personne sur n'importe quelle plateforme sociale, sur n'importe quel site web que vous allez commenter. Alors comment on s'y prend? Il y a deux niveaux. Pour le transport des données, et pour l'échange, enfin le transport sur le réseau, ou le stockage de vos données, la seule technique qui est fiable, c'est le chiffrement. L'anonymisation, c'est vachement plus compliqué parce qu'il va falloir protéger le contexte. Pour protéger le contexte, il n'y a pas de produit magique pour, il n'y a pas de VPN à 5 € par mois, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Vous avez 8 règles en fait pour essayer de protéger votre contexte. Donc c'est la maîtrise de vos identités numériques, de ne pas utiliser 2 fois le même mot de passe, d'avoir plusieurs comptes mail, donc de cloisonner encore une fois vos activités, utiliser un compte mail pour des services administratifs, utiliser un autre compte mail pour les réseaux sociaux, ne pas faire confiance au chiffrement des services en ligne. Combien de fois on a vu des boutiques en ligne se faire pirater, ou même des très grosses plateformes se faire pirater, et qui donnaient lieu à des fuites de mots de passe. Alors, le plus souvent, les mots de passe sont hachés, ça veut dire qu'ils sont chiffrés, ils ne sont pas en texte clair. Mais on sait que ce qui est chiffré à un moment ne le sera pas forcément demain. Donc ne faites jamais confiance au stockage des mots de passe, au stockage chiffré des mots de passe des plateformes sur lesquelles vous connectez. Choisissez réellement des mots de passe complexes. Je ne fais pas confiance à l'anonymisation de mes données sur les services en ligne, parce qu'on a vu que toute anonymisation, surtout quand on a affaire à une régie publicitaire, elle est réversible. Je n'utilise pas d'outils qui n'assurent pas de confidentialité persistante, donc parce ce qu'on appelle confidentialité persistante, c'est du chiffrement de bout en bout. Donc typiquement, les outils type Skype, Google Drive, tous les trucs de cloud que vous allez trouver, n'assurent strictement aucune confidentialité persistante et sont des points de centralisation sur Internet qui sont très sexy pour des personnes malveillantes qui souhaiteraient mettre la main dessus. Donc préférez plutôt des outils décentralisés. Pensez à vous déconnecter régulièrement des réseaux sociaux. Là encore une fois, je vous expliquais que quand vous allez vous connecter sur un site web et que vous êtes connecté sur Facebook, un simple tracker va trahir le fait que vous étiez sur telle page. Alors, le 3/4 du temps, pour des pages qui ne sont pas sensibles, vous en fichez. Le souci, c'est que dans une journée, en fait, vous faites plein de choses. Et il y a bien un moment où il y a au moins une information que vous n'avez pas spécialement envie que Google sache. Vous allez vous déconnecter régulièrement des réseaux sociaux, et donc,
quand vous allez vous balader, vous évitez évidemment de laisser votre position en ligne. C'est génial en fait d'avoir les géolocalisations. Ça permet par exemple à des cambrioleurs de savoir que vous êtes en vacances ou que vous êtes parti pour le week-end. Donc évitez ce genre de choses. Il y a quelque chose qui n'est pas noté là-dessus, mais faites super attention à cette nouvelle menace que sont les objets connectés. Les objets connectés trahissent de votre activité dans votre appartement ou non. Là encore, vous donnez des indications à des personnes qui peuvent être malveillantes. Donc pensez bien que ce qui peut être déconnecté doit l'être. Quand on parle d'IoT, en plus, on parle quand même de systèmes qui sont très perméables, qui sont le 3/4 du temps vendus en masse, donc qui représentent une cible super intéressante pour des gens qui veulent ensuite lancer des attaques de type déni de service. Donc c'est ce qu'on a vu avec l'attaque qui s'appelait Mirai. Voilà, faites super attention à ce genre de choses. Alors au niveau des outils, je ne vais pas vous donner de recette magique, je vous disais à l'instant qu'il n'y a pas d'outils magiques, il y a des bons comportements, il y a des bons réflexes à adopter, mais il y a quand même quelques outils. Donc il faut simplement savoir à quoi ils servent exactement. Le VPN va vous permettre de chiffrer vos communications, enfin vos échanges sur Internet, et surtout de masquer votre adresse IP. Mais attention, parce que le canal chiffré se fait entre vous et le service VPN. Il ne se fait pas entre le VPN et le service que vous visitez. Donc vous n'avez pas une chaîne de confiance de bout en bout. Vous avez les messageries chiffrées, type Signal, il y en a d'autres. Signal est plutôt pas mal, donc va vous permettre de chiffrer vos SMS, de faire de la VoIP de manière à peu près sécurisée. Vous avez OTR, qui est une couche de chiffrement que vous allez pouvoir appliquer sur de vieux protocoles, vieux entre guillemets, type IRC, type Jabber, donc qui sont des moyens de communication instantanés. Le HTTPS, je ne vous le présente pas, vous êtes censés tous le connaître, c'est le petit cadenas devant la barre d'adresse. Enigmail et GPG pour chiffrer vos emails. C'est un chiffrement qui est réputé assez fort, mais là encore, il ne faut pas l'utiliser n'importe comment. Il y a des écueils à éviter. Typiquement, quand vous allez utiliser Enigmail, il faut savoir que les implémentations qui sont faites pour les navigateurs laissent un peu à désirer. Donc, quand vous allez chiffrer un message, il vaut mieux le chiffrer dans un fichier texte, à la ligne de commande, et ensuite faire un copier-coller dans votre client mail. VeraCrypt, ça c'est un outil qui est très intéressant, que je présente régulièrement à des journalistes qui sont en mission dans des pays un petit peu tendus, pour pouvoir transporter des données et surtout les masquer. En gros, vous allez avoir le moyen de vous créer une partition chiffrée et de créer une partition chiffrée à l'intérieur qui sera invisible. Ça vous permet de passer des données tranquillement aux frontières. ZRTP, donc c'est une couche de chiffrement un petit peu comparable à HTTPS ou à OTR pour la VoIP. Donc c'est de plus en plus inclus maintenant avec des clients, même avec des softphones. Mais le téléphone, encore une fois, enfin faites super attention parce que niveau confidentialité, anonymat et tout ça, c'est vraiment pas ça. Si vous voulez être anonyme déjà sur Internet, vous évitez le téléphone à tout prix. Tor, donc Tor, je pense que vous êtes un petit peu tous familiers avec. C'est vraiment de l'anonymisation pour vos surfs. C'est un réseau, c'est pas un réseau parallèle comme on dit, ça fait partie d'Internet, mais c'est un réseau non public. Orbot Airfox, donc ce sont des implémentations de Tor pour les smartphones. Maintenant, il y a une version officielle du Tor Browser qui est sortie il y a quelques semaines. Donc ça, je vous invite à la télécharger, c'est toujours utile sur un téléphone. Vous avez des systèmes d'exploitation également, donc j'en ai retenu 3. Tails et CubeOS qui ont un petit peu la même vocation, qui sont des OS volatiles, c'est-à-dire sans persistance des données, et furtifs dans le sens où ils embarquent des moyens d'anonymisation de surf type Tor, ou I2P par exemple. SSH, non, ClipOS, excusez-moi, ClipOS, donc c'est l'OS cloisonné de l'ANSI. L'ANSI travaille sur un système d'exploitation déjà depuis plusieurs années. Alors, il n'est pas accessible au grand public pour l'instant, il est plutôt destiné à des grandes entreprises, mais c'est une approche très très intéressante de la confidentialité et de la responsabilisation de la gestion des identités numériques. Donc c'est très très rigolo de voir que vous avez d'un côté les politiques qui vont lutter contre l'anonymat et tout ça, et l'ANSI qui de son côté prépare un OS qui va vous permettre de gérer plusieurs identités de manière sécurisée sur Internet et même chez vous. SSH, qui est un protocole d'échange, de transfert de fichiers, tout ça, ou d'administration des machines. Donc ça, c'est plutôt pour les admins, mais c'est toujours bon à connaître. Voilà pour la partie outils.
Mais, comme je vous le disais, le truc qui est super important, c'est plutôt d'avoir des bons réflexes. Donc les bons réflexes, c'est évidemment de cloisonner ses activités, on l'a vu à plusieurs reprises, d'adapter son identité déclarative en fonction du contexte, chiffrer les données. Que ce soit votre disque dur par défaut, quand vous l'allumez, il doit comporter un mot de passe de chiffrement pour déchiffrer le mot de passe. Pourquoi? Parce que s'il y a un lecteur CD ou un port USB par exemple, avec une simple distribution Linux, on va pouvoir monter vos partitions et les lire si elles sont en clair. Donc on n'a pas besoin de votre mot de passe pour accéder à vos données. C'est un peu le principe d'un système d'exploitation qui n'est pas chiffré. S'il est chiffré, c'est un petit peu plus compliqué. On est bien soucieux évidemment de comprendre qu'est-ce qu'on partage et avec qui. Vous avez une vie sociale sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux. Ayez conscience un petit peu des degrés de granularité que vous souhaitez avoir avec les personnes que vous partagez, les informations. Et évidemment, on pense à se déconnecter de temps en temps, parce que se déconnecter, déjà d'une part, ça fait du bien. Et c'est un bon réflexe en matière de sécurité et de confidentialité. Alors, maintenant, au niveau philosophique, moi, j'aime pas la manière dont on présente l'identité numérique en fait, en règle générale. Donc, je pars du principe qu'il faut vraiment la repenser philosophiquement. Sur Internet, en fait, ce qui nous caractérise, c'est pas l'identité, c'est quelque chose qui nous permet d'être reconnus. Ce qui nous caractérise, c'est ce que les GAFAM vont en faire pour nous vendre des produits. Mais l'identité, ça ne sert juste qu'à être reconnu, que ce soit par un système d'exploitation ou par des humains, mais ça sert à être reconnu, tout simplement. Dans un système idéal, c'est nous qui devrions choisir nos modalités d'identification et pas le système qui devrait nous imposer en fait une identification. On devrait pouvoir lui donner ce qu'on veut quelque part, et le système devrait dire, voilà, cette personne est authentifiée à 60%. Et on se fiche du degré en fait, du pourcentage à partir du moment où les gens avec lesquels on échange savent que c'est nous. Parce qu'on n'échange pas toujours des choses confidentielles. Et enfin, repenser l'authentification. Alors là, c'est un gros chantier. On sait que les mots de passe posent un problème. Je vous disais tout à l'heure que ce qui est chiffré aujourd'hui, forcément ne le sera plus demain. C'est inéluctable. La biométrie, je suis toujours parti du principe que c'était une escroquerie intellectuelle. Parce qu'à partir du moment où vous avez besoin d'authentification forte, ça veut dire que vous avez besoin d'un secret. Si vous laissez votre secret partout, sur tout ce que vous touchez, si vous le portez au milieu du front, au milieu de la figure, c'est qu'il y a un problème. Vous pouvez vous douter qu'à un moment ou un autre, le secret il va être cassé. Que ce soit par une photo, que ce soit par la pâte à boire, ou n'importe quoi. Donc la biométrie, pour moi, ça reste une escroquerie, la plus belle escroquerie intellectuelle de cette décennie. La biométrie, malheureusement, est l'une des choses que les prestataires qui vont probablement proposer l'identification numérique au gouvernement retiendront. On a déjà des bases de données biométriques en France. Là, le projet gouvernemental, le risque, c'est qu'on constitue un fichier biométrique de toute la population. Je vais vous expliquer un truc, c'est quelque chose qui a déjà été fait en plus, à plusieurs reprises. À chaque fois, ça s'est traduit par un drame. Il y a eu l'exemple indien, où le gouvernement, pareil, a constitué une base biométrique de l'ensemble de la population. La base a évidemment été piratée. Vous avez eu des modes d'authentification sur les plateformes de réseaux sociaux. Pareil, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'était en Corée du Sud. Ils se sont fait pirater. Le gouvernement a fini par invalider la loi pour expliquer que c'était le Conseil d'État d'ailleurs, l'équivalent de leur Conseil d'État qui a invalidé la loi là-bas, pour expliquer que finalement cette identification n'apportait à rien et que c'était plutôt dangereux. Donc si c'est quelque chose que l'on reproduit en France, il va falloir garder les yeux mais grands ouverts sur ce qui va se passer. Plus globalement, on sait que plus un système est proche de l'humain, moins le besoin d'éléments d'identification va être oppressant, va être nécessaire pour que le système nous reconnaisse. Vos parents n'ont pas besoin de vous donner un prénom pour savoir que vous êtes leur enfant, par exemple. Plus un système est distant de l'humain, contrario, plus son besoin de données d'identification va devenir important. Donc si on arrive quelque part à trouver un bon équilibre entre le rapprochement entre ces systèmes et l'humain, je pense qu'on aura franchi un grand pas. Mais là, il y a encore pas mal de chemin à faire. Globalement, plus on fournira d'éléments d'identification à un système, moins ce dernier deviendra respectueux de notre propre identité, celle qui nous définit en tant qu'humains. Le système, du coup, va être tenté de calculer une identité,
pour lui apporter une valeur mercantile. Donc aujourd'hui, c'est pour nous vendre des choses, mais il faudrait qu'on garde à l'esprit que ce serait bien que ça soit que pour nous vendre des choses, et pas qu'on franchisse un cap qui n'est pas souhaitable aujourd'hui.